Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Antoine, je suis moniteur à l'école de parapente Aéroglisse à Saint-André-les-Alpes dans les Alpes du Sud et aujourd'hui je vais vous parler du vent et des brises. Alors pourquoi on s'intéresse à ces phénomènes en parapente? Nous on vole dans l'air qui est tout le temps un petit peu en mouvement, c'est très rare d'avoir de l'air inerte autour de nous et on vole doucement dans cet air. On a vraiment envie de savoir comment il bouge et pourquoi il bouge. Avant que l'on définisse clairement le vent et les brises, on va se placer dans la globalité de ce dont on parle quand on discute de météo, de météorologie, d'aérologie. Une notion qui est très importante, c'est la notion d'échelle. Il y a beaucoup de phénomènes qui sont étudiés en météorologie et en aérologie. C'est très important de les situer chacun dans leur échelle. On en définit 4 principalement, partant on va dire de la plus grande échelle vers la plus petite. L'échelle climatologique, donc ce sont les phénomènes qui concernent tout ce qui se passe dans l'air à l'échelle de la planète. On peut penser aux moussons, on peut penser à El Niño, les grands réchauffements, les grands refroidissements. Ça nous concerne, nos pilotes de parapente, mais on va dire que pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, on va le laisser un peu de côté. On a ensuite l'échelle météorologique. Là, ce sont les phénomènes qui se placent dans un contexte, on va dire, continental, d'un petit continent. On parle souvent de l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord. Voilà, au niveau spatial et au niveau temporel, ce sont des phénomènes qui ont une durée de quelques jours à quelques semaines pour, on va dire, certains phénomènes, globalement autour d'une dizaine de jours. Une autre échelle, c'est l'échelle aérologique. Ce sont les phénomènes qui se placent au niveau à peu près d'un relief, d'une région, par exemple les Alpes du Sud, les Pyrénées plutôt côté Est, les Alpes du Nord. Voilà, au niveau spatial, quelques centaines de kilomètres. Et au niveau de la durée, les phénomènes aérologiques, on parle de l'évolution sur 24 heures. Et enfin, pour nous parapentistes, on définit une 4e échelle, qui est l'échelle micro-aérologique. Là, on va parler de phénomènes qui se déroulent sur quelques minutes, à 1 heure, on va dire, et qui sont vraiment localisés sur une montagne, une pente, une partie de la vallée. Voilà, sur vraiment des phénomènes qui sont à une échelle bien plus petite. C'est important d'avoir cette notion d'échelle en tête. À chaque fois qu'on abordera l'étude d'un phénomène, que ce soit météorologique ou aérologique ou micro-aérologique, on définira bien dans quelle échelle on se trouve. Comme ça, on parle bien de la même chose et on parle de phénomènes en sachant quelle est leur influence sur quelle zone. Donc, à partir de maintenant, on va parler du vent qui se situe donc dans l'échelle météorologique et des brises qui se situent à l'échelle aérologique. On va commencer par parler du vent. On parlera des brises juste après et globalement la naissance, en tout cas la source du phénomène est la même. Donc on va définir le vent, on se place toujours dans cette échelle météorologique. On va revenir sur une notion qui est très importante quand on parle de météorologie, de ce qui se passe dans l'air en général et de ce que nous on ressent en tant qu'humains, nous on est au sol. On va parler de la pression atmosphérique. Déjà pour définir une pression c'est une force sur une surface. Et la pression atmosphérique, la force, ça va être le poids de l'air qui est au-dessus de nous, qui s'applique sur une surface au sol, sur la Terre. On peut juste rapidement expliquer comment on la mesure. Eh bien, tout simplement, on vient mesurer la force qui est appliquée. Et cette mesure, elle va se faire dans une unité qu'on appelle le pascal. En l'occurrence, on utilise l'hectopascal quand on parle de la pression atmosphérique. C'est tout simplement pour en parler entre nous, on manipule des chiffres qui sont plus agréables. Cette pression atmosphérique, elle est prépondérante dans tout ce qu'on va aborder à partir de maintenant en météorologie, en aérologie, etc. Ce qu'il faut imaginer, donc, on a cette force qui vient appuyer sur la Terre. Elle ne va pas appuyer sur la surface de la Terre de la même façon partout autour de la planète, pour plusieurs raisons. Quand on monte en altitude, on a moins d'air au-dessus de nous, du coup ça appuie moins fort. La pression, elle va baisser avec l'altitude. Et ensuite, on va avoir des variations à altitude égale. Ça, c'est très important de l'avoir en tête, cette notion d'altitude égale. On se dit qu'on est à une altitude donnée, sans la définir forcément. Et à altitude égale, selon que l'air est en train de descendre vers nous ou est en train de monter plutôt, eh bien, la pression ne va pas être la même. Quand l'air est en train de descendre vers la planète, on va avoir une pression qui est plus importante que quand l'air est en train de monter. On ne va pas rentrer dans les détails de pourquoi l'air peut descendre à certains endroits et monter à d'autres endroits. Évidemment, il y a des notions de température, le soleil entre en jeu, etc. Ça, c'est un cours à part qui concerne vraiment la météorologie, la circulation globale autour de la planète que l'on peut observer. Mais là, on va vraiment juste définir cette pression atmosphérique qui est donc le poids
de l'air au-dessus de la planète, qui vient appuyer sur la planète et se dire que cette pression, elle va varier d'une part avec l'altitude et d'autre part avec le fait que l'air est soit en train de descendre, soit est en train de monter. Les zones de haute pression et les zones de basse pression, elles portent un nom. En français, les zones de haute pression, on les appelle les anticyclones. On ne va pas rentrer dans les détails de ces notions-là, mais je les cite. Les zones de basse pression, on va les appeler dépressions. Et on peut tout simplement noter que donc les zones de haute pression, ce sont les zones où l'air est en train de descendre plutôt, et les zones de basse pression où l'air est en train de monter. Ça, c'est quand on va parler à l'échelle globale, mais si on se place à une échelle plus petite qui va nous concerner dans la suite de cette vidéo, on peut avoir tout simplement une zone de haute pression et une zone de basse pression qui sont relatives l'une par rapport à l'autre. Ce n'est pas forcément globalement à l'échelle de la planète. Donc là, on se place dans le cas du vent. On est à l'échelle météorologique, donc plusieurs centaines à plusieurs milliers de kilomètres. On imagine une zone de haute pression et une zone de basse pression. La différence de pression atmosphérique entre ces deux zones va engendrer un déplacement d'air, un flux, qui va aller des hautes pressions vers les basses pressions pour combler la différence. Donc ce déplacement d'air, ce flux qui va des hautes pressions vers les basses pressions, il porte un nom, c'est le vent. Ça, on peut le garder pour toute la suite. Le flux, le déplacement d'air, va des zones de haute pression vers les zones de basse pression. Alors pour le vent, c'est un petit peu plus compliqué que ça dans la réalité. On a la planète qui est en train de tourner, donc ça ne va pas aller en ligne droite des zones de haute pression vers les zones de basse pression. Le fait que la Terre soit en rotation, ça va engendrer une direction de ce flux-là qui n'est pas exactement en ligne droite des zones de haute pression vers les zones de basse pression. Dans l'hémisphère nord, ce que ça engendre, c'est que le vent, ce flux-là, ce déplacement d'air, il a tendance, enfin c'est pas qu'il a tendance, c'est qu'il tourne autour des zones de haute pression en suivant les aiguilles d'une montre, et il tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre autour des zones de basse pression qu'on appelle les dépressions. C'est l'inverse dans l'hémisphère sud. Et juste avant de continuer, petite info pratique. Vous pouvez retrouver toutes nos offres de stage directement sur notre site web, dont le lien est en description. Et pour vous simplifier la vie, nous avons également préparé la version écrite complète de ce cours, téléchargeable facilement juste en dessous. Maintenant qu'on a vu globalement comment se met en place le déplacement de l'air, on va rentrer dans le cœur de la vidéo, qui est d'expliquer comment se créent les brises. On parle de différents types de brises. Globalement, la formation, on va le voir après, et en tout cas la source de ce phénomène est la même dans les différentes brises, mais comme elles s'appliquent dans des zones qui sont un peu différentes et que surtout elles ont un effet sur nous parapentistes qui va être un petit peu différent, on va les classifier. On est, nous humains, très souvent en relation avec ces brises-là. On les ressent, on les vit tous les jours, donc on a déjà tous une intuition autour de ça et un vécu par rapport à ces brises. On va tout d'abord commencer avec une explication autour de la brise de mer. C'est un cas qui est entre guillemets simple et qui va nous permettre ensuite de voir les différentes variations ou en tout cas les différentes formes de brise que l'on rencontre en montagne, etc. Pour se replacer par rapport à ce qu'on disait au début, on se trouve à l'échelle aérologique. Échelle aérologique, on parle de quelques dizaines à centaines de kilomètres et à l'échelle de 24 heures. Là, on va avoir un intervenant qui est très important, qui vient se mettre dans ce jeu-là, c'est le soleil. Un petit mot, le soleil, il ne va pas beaucoup réchauffer l'air. Ça, on peut le garder en tête, mais il va surtout réchauffer ce qui est solide, liquide, etc. Donc, pour la brise de mer, on a le soleil qui est présent, qui va venir réchauffer la mer et la terre. Il va réchauffer en surface plus fortement la terre. La Terre est donc un petit peu plus chaude sur les premiers centimètres que la mer, qui va se réchauffer globalement, mais qui va être absorbée par ce qu'il y a en dessous. La chaleur qui provient du soleil va être absorbée par toute la colonne d'eau. On a donc une zone qui est surchauffée, on va dire, au niveau de la Terre. Cette zone qui est surchauffée, elle va surchauffer également, ou en tout cas chauffer l'air, la pellicule d'air qui se trouve à son contact, juste au-dessus du sol. Une fois que cette zone d'air qui est juste au-dessus du sol, elle est réchauffée, on va avoir globalement un petit mouvement ascendant de cet air qui est un petit peu plus chaud. On l'a dit tout à l'heure quand on a parlé de la pression atmosphérique, quand on a de l'air qui s'éloigne un peu de la Terre, la pression à cet endroit-là, elle est un petit peu moins importante. On est dans une zone, on va dire, de relative basse pression. Il faut s'imaginer un tout petit mouvement. L'ascendance d'air qu'on a au-dessus de la Terre, proche de la mer,
c'est quelque chose, si on passe en parapente, on ne va pas d'un coup se mettre à monter très fort. On a donc une zone de basse pression, on va dire, pour simplifier, au niveau de la terre, une zone de relative haute pression au niveau de la mer, et on a la mise en place d'un flux, un déplacement d'air, qui va aller des hautes pressions vers les basses pressions, donc de la mer vers la terre. Alors avant d'aborder globalement comment ce phénomène va se mettre en place, ses caractéristiques, on peut parler de ce qui se passe la nuit. On a dit les phénomènes aérologiques, on les étudie sur 24 heures. La nuit, on n'a plus le soleil, on ne va plus avoir l'échauffement plus fort au niveau de la Terre. Par contre, on a tous fait des mains de minuit, la mer, pendant la nuit, elle est souvent un petit peu plus chaude. Ça dépend un peu de la saison, mais un petit peu plus chaude que le sol qui va perdre en température pendant la nuit. On va donc avoir la légère ascendance au niveau de la mer. La zone de basse pression va se trouver au niveau de la mer, la zone de haute pression au niveau de la terre, et le flux va donc aller de la terre vers la mer. C'est la brise de terre. Ce qui nous intéresse en tant que parapentiste, c'est de savoir, cette brise de mer, en quoi elle va nous impacter. Au niveau de ses caractéristiques, on va pouvoir noter, au niveau de son évolution dans la journée, ça va être quelque chose qui va se mettre en place progressivement dans la matinée, qui va atteindre un pic avec l'ensoleillement et l'échauffement du sol. Il faut s'imaginer que les transferts de chaleur, il y a toujours un petit peu d'inertie. Donc ce pic va intervenir vers le début, milieu d'après-midi, puis ça va baisser en soirée. Ensuite, au niveau de la direction et de l'intensité, là ça va devenir très intéressant pour nous pilotes de vol libre, puisqu'on parlait de la terre et de la mer. Il suffit qu'on rajoute un petit peu de pente, une montagne en bord de mer, ce qui est très souvent le cas, souvent c'est une montagne qui plonge dans la mer. On a donc une pente ici, et on a un flux qui va remonter la pente, en tout cas qui va venir face à cette pente. Et ce flux-là, si on rajoute un décollage, ça va nous faire un vent de face au décollage en bord de mer. Et en pratique, il y a beaucoup de sites de vol libre qui se trouvent sur les bords de mer, partout dans le monde. Maintenant, au niveau de l'intensité de cette brise de mer, alors le plus faible, eh bien, c'est 0 km/h quand il n'y en a pas. Et puis au maximum, ce qu'on observe sur la planète, ce sont des valeurs qui vont être de 20, 25, 30 km/h, parfois un petit peu plus dans certaines situations, mais globalement, c'est un flux qui n'est pas très fort. Et donc pour nous, ça nous concerne directement dans notre tranche de vitesse de vent volable en parapente, qui se situe entre 0 et 20-30 km/h. En pratique, cette brise de mer, on va s'en servir en parapente très souvent. Ça peut dans quelques cas nous poser des petits soucis, alors on ne va pas rentrer dans les détails, mais de stabilisation de masse d'air, etc. Mais en pratique, si on a de la pente, une montagne en bord de mer, eh bien on va très souvent pouvoir se servir de la brise de mer. Maintenant qu'on a vu ce premier exemple, on va pouvoir passer aux autres types de brises et on va pouvoir tout simplement faire une transposition de ce qu'on vient de voir. Un type de brise que l'on rencontre très souvent, nous pilotes de parapente, ce sont les brises de vallée. Le fonctionnement va être globalement le même que pour la brise de mer. La zone de basse pression, ça va être la zone où on a un flux qui est montant. Ce qu'il faut s'imaginer, c'est le bas d'une vallée, la plaine, pas le fond de la vallée, la plaine qui est en dehors des reliefs, ça va être la zone où il ne se passe pas grand-chose entre guillemets. On va l'appeler la zone de haute pression. Et au niveau des montagnes, on va avoir un échauffement qui va être plus important dans les pentes, on va avoir un suréchauffement, entre guillemets, et on va avoir une facilité à ce que l'air décolle, à ce que l'air se décroche du sol. On ne va pas rentrer dans les détails ici, ce qu'on peut juste avoir en tête, c'est qu'au niveau d'un massif, au niveau des reliefs, on a globalement de l'air qui a une facilité à s'échapper du sol, à monter. Et on l'a vu avant, de l'air qui monte, ça nous donne une zone de basse pression. Donc on a la zone de basse pression au niveau des reliefs, au niveau des montagnes, et on a la zone de haute pression au niveau de la plaine. Et le flux va se mettre en place, le déplacement d'air va venir de la plaine vers les montagnes. Et pour aller vers les montagnes, ce flux va emprunter le trajet le plus facile entre guillemets. Alors là, on utilise des termes un petit peu vagues, mais c'est ce que l'on observe, c'est que ce flux va se mettre en place dans les vallées, il va emprunter les vallées pour remonter jusqu'aux montagnes. Alors petite précision importante, là quand on parle de la zone de basse pression et de la zone de basse pression dans les montagnes et de la zone de haute pression en plaine, on se sort de toute notion d'altitude. On va se dire que c'est basse pression, haute pression à altitude équivalente en quelque sorte. En pratique, on peut le mesurer, la différence de pression que l'on a entre les reliefs et entre la plaine. Dans des journées où on a un échauffement qui est intense, dans des journées de printemps, d'été, on a souvent quelques hectopascales, l'unité on a dit de mesure de la pression atmosphérique, de différence
entre les massifs d'une part et la plaine d'autre part. Comme pour les brises de mer, on a un pic en milieu d'après-midi globalement. Ça monte progressivement dans la matinée, ce flux, et ça baisse dans la soirée. On a bien sûr une influence très importante de ce qui peut masquer le soleil, les nuages, etc. La saison aussi est différente. Si le soleil est un petit peu plus bas dans l'horizon, on va avoir un échauffement moins important et tous ces phénomènes vont être un petit peu plus faibles, tout simplement. Ensuite, ce qui se passe pendant la nuit, c'est qu'on a donc le soleil qui est absent. On a l'air qui va se refroidir un petit peu plus en altitude. Il va être plus dense, plus lourd, et là, tout simplement, il va glisser dans le fond des vallées. Donc pendant la nuit, on a un flux qu'on appelle la brise de vallée descendante, au contraire de la brise montante de vallée pendant la journée. Et cette brise descendante, c'est tout simplement de l'air froid qui glisse dans le fond des vallées. Pour nous, pilotes de vol libre, c'est d'être à l'aise avec ces notions de brise de vallée montante et, on va le voir un petit peu plus loin, de brise descendante. C'est très important puisque l'on vole très souvent depuis les montagnes pour aller se poser dans les vallées. Ce qu'il faut imaginer, c'est qu'on va parler d'abord de la brise montante de vallée. C'est important d'arriver à se situer à peu près où elle se trouve. C'est un tube, la brise de vallée, qui est donc dans le fond de la vallée, qui va avoir une épaisseur qui peut être variable en fonction de la saison, du type de vallée, etc. Globalement, ça va être de quelques dizaines de mètres à quelques centaines de mètres. On ne va pas avoir de la brise de vallée tout en haut sur les sommets qui bordent la vallée à 2500 mètres. Et ce tube de brise de vallée, il va notamment impacter nos atterrissages. Si on a des sites de décollage qui sont aussi sur la bordure, sur le bas de la vallée, sur le flanc des montagnes mais assez bas, ça peut aussi impacter nos décollages. Ce qui me semble important en tant que pilote de vol libre, c'est d'arriver petit à petit à se faire une image mentale du déplacement de ces brises de vallée, que ce soit quand on arrive quelque part ou juste par habitude quand on vole sur un lieu, être à l'aise avec ces notions-là. Pour se familiariser à tout ça, il y a quelque chose qui est, je dirais, assez intuitif et qui est observable, c'est que dans les vallées, il n'y a pas que les tubes de brise de vallée, il y a souvent les rivières. Les rivières qui, elles, descendent des montagnes vers la plaine. Eh bien, d'observer ces rivières et puis de tout simplement voir dans quel sens elles descendent la vallée, ça va nous donner beaucoup d'indications sur le fonctionnement des brises de vallée qui, globalement, vont remonter la rivière. Au niveau de la force, ça va dépendre beaucoup de la différence d'altitude entre la plaine et le haut des montagnes, de la forme de la vallée, de sa rectitude, de plusieurs paramètres, de combien de petites vallées secondaires se séparent en haut de la vallée principale. Mais on va avoir des forces de brise de vallée qui se tiennent en gros dans les Alpes entre 0 km/h quand il n'y en a pas et une quarantaine de km/h, parfois un tout petit peu plus dans certaines vallées comme la vallée du Rhône ou la vallée de l'Ubaye ou quelques vallées italiennes. Donc entre 0 et 40-45 km/h au maximum. Dans certaines vallées, au moment du pic d'intensité de la brise, on peut avoir des valeurs qui atteignent, on a dit, 40-45 km/h. Et là, on commence à flirter, on est même un petit peu au-dessus, de la fourchette haute de vitesse d'un parapente. C'est quelque chose à avoir en tête. Il y a quelques vallées dans les Alpes et ailleurs dans le monde où on peut avoir un flux qui, malheureusement, est plus important que notre vitesse maximum. Et dans le monde, on peut rencontrer des brises de vallée qui sont des brises de vallée montantes qui sont plus puissantes, en Himalaya, dans les Andes, avec des valeurs qui peuvent monter jusqu'à 50-60 km/h. Là, on ne parle pas de cas particuliers, par exemple d'étroiture de vallée, où on a un effet Venturi et où très localement, on peut avoir parfois des flux qui sont très importants. Alors concernant la brise descendante de vallée, on pourrait se dire que ça nous concerne peu puisque ça intervient la nuit. Pour autant, on a dit qu'il y a un petit peu d'inertie dans tous ces phénomènes-là qui sont liés à l'échauffement du soleil. Et donc la brise descendante de vallée, on peut la voir notamment en matinée, en début de matinée, et parfois même le soir assez tard selon les périodes. Donc ce sont des brises que l'on doit prendre en compte. Elles sont souvent un petit peu plus faibles que les brises montantes, les brises descendantes de vallée. Mais on peut l'avoir en tête et se dire le fonctionnement sur tel lieu, le matin tôt, ça peut être une brise descendante. Au niveau des valeurs, on est compris dans les brises descendantes entre 0 km/h toujours et 10, 15, 20 km/h en général dans nos vallées, en tout cas alpines. Les quelques cas particuliers, on a dit une brise descendante, c'est dû à de l'air froid, plus dense, qui glisse, qui coule dans le fond de la vallée. De l'air froid en altitude, ça peut être autre chose que juste de l'air qui se refroidit parce que ça se trouve en hauteur. Ça peut être de l'air qui s'est refroidi au contact de la neige ou de la glace.
Et donc les vallées, avec un glacier en haut de la vallée ou beaucoup de neige, ça peut créer un flux de brise descendante qui est plus important. On peut atteindre 20-30 km/h dans les Alpes, dans des vallées glaciaires, et dans d'autres parties du monde, on peut atteindre beaucoup plus que ça. On peut atteindre 60-70 km/h dans des vallées andines ou en Himalaya. Donc il nous reste à voir un dernier type de brise qui nous concerne pour le vol en parapente, qui est la brise de pente. Le fonctionnement là est très simple. On a le soleil qui vient chauffer une pente, ça surchauffe le sol à cet endroit-là. On a donc une petite ascendance qui se met en place sur cette pente et un flux qui va globalement rester collé à la pente et qui va remonter en glissant le long de la pente. A contrario, on peut avoir de la brise descendante de pente quand on n'a soit pas le soleil, donc par exemple la nuit, soit quelque chose de froid en altitude, on en a parlé tout à l'heure, de la neige, de la glace, etc. Et dans ce cas-là, on a l'air qui est un petit peu plus froid en haut de la pente qui va glisser le long de la pente en créant une brise descendante. La notion importante pour les brises de pente, c'est l'évolution dans la journée. Le soleil se lève à l'est, il va donc réchauffer le matin les pentes est. Ensuite, pendant son déplacement, il va se mettre à chauffer les pentes sud. Et enfin, dans sa fin de course dans l'après-midi, il va réchauffer les pentes ouest. Pour nous, parapentistes, ces brises de pente, elles vont avoir un effet qui est très direct sur notre pratique. Nous, on décolle très souvent des pentes. Donc, on va être très souvent plongé dans de la brise de pente. C'est donc un flux dont on va se servir très souvent, puisque ça peut nous créer un vent de face au décollage. Alors, au niveau des intensités de ce flux, on va être sur des valeurs toujours qui partent de 0 km/h quand on n'a pas de brise de pente et qui vont monter en fonction de la saison, une fois de plus, de l'ensoleillement, est-ce qu'il y a des nuages ou pas, mais on va dire que les valeurs maximales vont se trouver aux alentours de 20-30 km/h. Alors de nouveau, comme pour la brise de mer, on se trouve sur une fourchette qui est intéressante pour la pratique du vol libre. Ça nous crée un vent de face et on va même pouvoir se servir pour différents types de vols de cette brise de pente. Alors là, pour parler des différents types de brises et du vent, on les a pris séparément, mais dans la réalité, ils peuvent intervenir en même temps dans l'air. Ils peuvent être mélangés. On a très souvent un peu de vent, un certain type de brise. Donc c'est bien de garder en tête que ce que l'on ressent dans la réalité, ça peut être l'addition du vent et d'un type de brise, de deux types de brise. Ça peut être également, quelque chose de compliqué avec de la brise qui vient dans un sens et le vent qui vient dans l'autre sens. Ce qui nous semble intéressant, c'est de bien voir que chaque phénomène peut intervenir à tel endroit, et ensuite, on essaie de se faire un scénario de ce qui se passe dans la réalité. Donc, pour conclure, on a ces différents types de flux, le vent, les brises qui sont en place dans l'air. Nous, on souhaite voler dans ce mélange, on va dire, de différents flux. Pour pouvoir petit à petit mieux les appréhender, on vous encourage à vous les modéliser, à les imaginer, c'est-à-dire vous dire, tiens, à tel endroit, par rapport à un certain type de terrain et par rapport à ce que l'on a au niveau de l'ensoleillement, etc., je vais avoir cette brise de pente, cette brise de vallée, le mélange avec le vent, et à vous tracer ces écoulements dans l'air, à vous les imaginer. Ça, c'est quelque chose que l'on peut faire même quand on n'est pas en train de pratiquer du parapente. C'est très intéressant, ça veut dire qu'on peut faire progresser son expérience au jour le jour en faisant ce petit exercice mental de se dire, tiens, comment l'air bouge à cet endroit. Pour s'entraîner et puis pour petit à petit mieux appréhender ces mouvements de l'air, on peut faire un parallèle avec les écoulements de l'eau. Le souci qu'on a avec l'air, c'est qu'il est invisible et du coup, c'est pas forcément évident à vérifier que ce que l'on s'imagine est vrai. Par contre, on a une habitude d'observation et une intuition de comment bouge l'eau qui est relativement bonne.